émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Comment ça va? Doc Bruno parle de votre santé sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est avec un chouïa de retard que nous allons démarrer cette émission. Et oui, Aix-les-Bains est encombré sur la route, ce qui prouve que nous avons une des plus belles villes du monde, n'est-ce pas Jean-Pierre? Mais bien sûr Bruno, bonjour Bruno. Bonjour. Et oui, il y a tellement de monde qui vient de chez nous que tu as été bloqué à un feu rouge, je crois. Un feu rouge qui passait à quelques centaines de mètres du... Et au bout d'un quart d'heure quand même, je me suis dit, il y a quand même un souci. Donc, t'as fait une sieste ou pas dans le... Oui, j'ai pris un petit café. Voilà. Bruno qui est avec nous, c'est la rentrée de Comment ça va ? C'est la rentrée de Comment ça va et je suis ravi d'être là puisque vous m'avez manqué durant l'été. C'est gentil ça. Et tous les jours je pleurais en me disant la radio me manque. Sandra, surtout Sandra, j'ai compris. Voilà, qui est souffrante et dont on pense bien fort à elle. Oh, ça va aller. Et qui a oublié qu'il y avait un formidable laboratoire à Aix-les-Bains, Nutrazur, pour se soigner, quoi. On connaît pas. Et puis elle a pas pensé à appeler Doc Bruno, quoi. Ouais, tout à fait. Alors Bruno, donc tu es de nouveau avec nous. Et pour cette émission que l'on retrouve une fois par mois, alors normalement c'est le premier mercredi du mois 11h, mais là c'est le 11 septembre parce que le premier, voilà, il y avait un impératif. Je crois que tu étais encore sur la plage, je crois, le premier. Pas du tout. Moi, j'étais disponible, j'avais préparé l'émission et puis vous vouliez pas me recevoir. Oui, nous devions faire une spéciale avec notre partenaire Latka Invite et on rappelle d'ailleurs donc l'association pour le développement du cinéma Aix-les-Bains qui fait son week-end le 14 et 15 et on rappelle que vendredi soir 18h émission exceptionnelle sur Radio Grand Lac en direct et en studio avec Anne Consigny, actrice internationale qui sera avec nous, interrogée par Kevin, Vincent et Guillaume. Voilà, une émission exceptionnelle. Donc, on a décalé un peu notre Doc Bruno. Oui, et ben moi, ça me va bien quand on trouve des arrangements. Et puis, j'en profite parce que le week-end prochain, je serai sur le Bifid, j'aurai un stand. Oui, d'accord, ok. Et les gens pourront venir me poser des questions s'ils le veulent sur leur santé. Magnifique, Bruno. Alors Bruno, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi ? Du stress, parce que c'est quand même quelque chose ça me stresse un peu, ça. Oui, relax. Tu demanderas à Sandra de te faire un petit massage du dos après. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Le stress, c'est quelque chose qui est quand même omniprésent. Et puis, on a quand même une tendance à voir que le côté négatif du stress ou le stress, on le gère facilement par des médicaments. Il est vrai que la France est championne dans cette catégorie puisque la France est la première pays, le premier pays prescripteur d'anxiolytiques et de psychotropes. Comparé à nos pays voisins. Et c'est une solution pour... Et ça vient de quoi, ça, alors est-ce qu'on est plus stressé en France? Est-ce qu'on ou est-ce qu'on traite plus le stress que dans les autres pays? Non, je pense pas. Je pense qu'on est tous plus ou moins stressés et c'est difficile de pas être stressé. Pourquoi en France on le traite de manière chimique? Alors il y a des personnes à qui c'est justifié, mais peut-être parce que on a un peu perdu l'habitude que le stress ça fait partie de la vie. Le stress. Il faut le gérer, c'est pas une maladie. Alors, est-ce que Jean-Pierre, tu sais ce que veut dire le mot stress en anglais? Mais écoute, comme ça, non. Ça veut dire contrainte. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, en soi, le stress, il est pas... il est pas mauvais en soi. Il est pas mauvais. Genre, le stress, il peut être utile, il peut être salvateur. Imagine, tu te balades dans la rue, il est 2h du matin... Et puis tu as ça ne m'arrive jamais. 2 personnes louches qui viennent vers toi avec un couteau à la main. Oui, voilà. Donc tu as 2 solutions. Ou tu restes, tu leur dis bonjour, tu tapes la causette, ou alors tu te mets à courir. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu vas te mettre à courir et puis être champion du 100 mètres? C'est le stress. C'est le stress qui va te permettre de te tirer d'un mauvais pas. Donc on en a besoin. Alors, stress et ce n'est pas la peur parce que là dans le cas que tu énonces, ce serait peut-être plutôt la peur. La peur et le stress, ils sont étroitement liés. La frontière entre les deux, elle est limite. La peur va générer du stress et le stress va générer une réponse. D'accord. Si je reviens un petit peu sur le fonctionnement,
Donc nous sommes tous pourvus d'un cerveau. Jusque-là, c'est à peu près normal, même si certains... je vois de qui tu veux parler. Voilà, n'ont pas les cerveaux les plus affûtés. Donc le cerveau, c'est le système nerveux central, c'est notre grand chef d'orchestre. Et puis en dessous de ce cerveau, tu vas avoir différents systèmes nerveux. Tu vas avoir le système nerveux périphérique, parce que j'imagine que là au quotidien, t'es pas en train de te dire tiens là il faut que mon cœur il batte, il faut que mes poumons respirent. Heureusement, parce que ça se fait tout seul, ça. Ça se fait tout seul. Et donc on a ce système périphérique qui va gérer un peu nos fonctionnements, ce qu'on a appelé autonomes. Et puis on a le système sympathique. Et le système nerveux sympathique, lui, il a deux grandes branches. Il a l'orthosympathique et le parasympathique. Alors tout ça, ce sont des gros mots. Alexis, qui est alternant chez nous, là, connaît bien. Et que l'on salue puisqu'il est présent dans le studio. Le système nerveux orthosympathique, c'est lui qui fait que le matin quand tu te réveilles, tu vas te mettre en route. C'est le système de l'action. D'accord. C'est-à-dire que si j'aime pas trop celui-là, alors c'est celui qui fait mettre en route le matin. Je suis pas fan. Hein. Ça dépend, parce que toi, pendant les vacances, le matin, j'étais bien content que l'orthosympathique me dise à 11h, tu peux te lever, quoi. T'as apéro à 11h. Allez, voilà. Là, dans la période de travail, quand il me dit à 6h30, là, le réveil, il vient de sonner, il faut que tu te bouges. Voilà. Il y a le para qui lui dit mon pote, tu me laisses bosser, quoi. Et d'ailleurs, toi, ça te fait bailler. Donc l'orthosympathique, c'est lui qui fait que tu vas te lever. C'est le système de l'action. Et c'est lui qui va être en lien avec la gestion du stress. Et pour finir sur ce système sympathique, et puis quand ta journée s'est bien passée, etc. Et bien le soir, quand tu es prêt à aller dormir et aller au lit, c'est le parasympathique qui va prendre le relais et qui va te glisser dans les bras de Morphée. D'accord. Et le stress va dérégler. Le stress va complètement dérégler ce système nerveux. Et ce qui fait que quand on est stressé, l'orthosympathique va rester bloqué, va pas passer le relais au parasympathique. Il y a un peu un il vient d'où ce stress au départ? C'est le cerveau aussi qui le crée, c'est hein? Alors c'est le cerveau qui le crée. Alors dans le stress, il y a plusieurs phases. Il y a principalement 3 phases. D'accord. Et le stress, d'abord le stress est difficile d'y échapper, voire impossible. Et donc quand tu es soumis à un stress une fois, c'est ce qu'on appelle la phase 1, c'est la phase d'alarme. Et là, ton orthosympathique, il va te donner théoriquement la capacité d'agir face à une situation qui est plutôt une situation d'urgence. Par exemple, si tu as le vertige, que tu es au bord d'une falaise, le stress va faire, par le biais de ton orthosympathique, va te faire reculer pour te mettre à bonne distance pour que tu sois pas au bord de la falaise et puis que tu aies le vertige. D'accord, c'est le stress aussi, ça. Ah c'est un stress, voilà. Non. Ça c'est la phase 1. Mais par contre, si tu es en permanence stressé, eh bien, on va passer en phase 2. C'est-à-dire que là, tu vas commencer à être en état de stress permanent. Et là, nos neurotransmetteurs vont commencer à déconner un peu. D'accord. C'est scientifique, le mot déconner, mais au moins c'est clair. Et là, on va commencer à bousculer un peu la sécrétion de nos neurotransmetteurs, notamment les systèmes de dopamine, de sérotonine. Et puis, on va faire monter le cortisol. Et le cortisol, c'est lui qui nous maintient en état de vigilance extrême ou dans l'action. Hein, je sais que tu es un grand sportif. Si tu veux si tu veux faire des résultats, eh bien, tu vas prendre de la cortisone, puisque c'est un précurseur du cortisol, et tu vas courir le 10 km en 20 minutes. Alors, justement, tu parles d'un sportif. Est-ce que le stress peut aider justement les performances sportives ou les performances humaines ? Alors ça peut aider dans une certaine mesure, puisque la phase suivante, c'est la phase d'épuisement. C'est-à-dire qu'on a la phase 1, la phase 2, la phase 3, et en phase 3, là on a tous les neurotransmetteurs, le cortisol, ça part dans tous les sens. Et là, on va avoir l'effet délétère du stress, et que du coup, on va rentrer dans une phase d'épuisement. D'accord. Alors si le stress est lié au travail, on va parler de burn-out. Et puis, si c'est pas lié au travail, eh bien, on va parler de dépression. D'accord.
Et donc les sportifs, et je pense notamment aux sportifs de haut niveau, ils ont besoin d'un peu de stress parce que imagine, tu es sur une compétition importante. Là, chez nous, on a des ambassadeurs importants de très haut niveau que vous pourrez retrouver d'ailleurs pour des dédicaces au BIFIT. Je pense à Corentin Leclésio qui, aux Jeux Olympiques, s'il était arrivé sur les différentes épreuves du 800 mètres, je suis là, c'est bien. S'il n'avait pas un tantinet de stress, il serait parti un quart d'heure après tout le monde, après le starter, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, on a aussi Quentin Chenouette là, qui a fait les championnats du monde, qui a battu le record de France sur 10 km. Et bien c'est pareil, s'il avait été à Lima, voilà. Ouais. La fleur. Voilà. Il faut du stress. Mais c'est un peu comme les chanteurs quand ils rentrent sur scène. Alors on appelle ça le track, ou les comédiens ou les acteurs. Mais en fait, c'est une forme de stress. Mais bien sûr, le track, c'est du stress. On y met un mot différent, sauf que là le trac c'est la peur pour le chanteur, c'est la peur d'avoir un trou de mémoire, c'est la peur. Et puis c'est la peur du public aussi. La peur du public parce que il y a que sur Radio. Tout va bien se passer, voilà. Il y a que sur Radio Grand Lac que les auditeurs sont sympas, etc. Exactement. Et ils peuvent pas nous jeter de tomates. Ils sont plus que sympas, ils sont géniaux, nos auditeurs. Oui. On les adore. On les adore. Donc le trac c'est du stress. Et Pardon, je t'ai coupé. Bruno. Oui, pour faire régulièrement des conférences également en public ou professionnel, même 20 ans après, j'ai toujours le trac avant d'entrer en conférence parce que on n'est pas à l'abri d'avoir un trou de mémoire, on n'est pas à l'abri d'avoir dans le public quelqu'un qui est plus calé sur le sujet que toi. Et bon, ça m'est déjà arrivé. Et là, il faut trouver des techniques de gestion du stress. Parce que dans des situations comme ça, il y a deux solutions. Ou on coule, et puis tu fais pipi et caca dans ta culotte. Ou tu trouves des ressources pour le gérer. Alors, et il faut trouver des ressources. C'est quoi ces ressources qui permettent de lutter contre le stress? Alors, il y a pas mal de techniques pour ça. Ça peut être la première qui est toute simple, c'est la respiration. La respiration profonde, parce qu'on a une tendance à respirer uniquement une respiration thoracique, petite respiration, sauf qu'on a un grand muscle qui est le diaphragme, qui lui avec le stress est contracté, et plus il est contracté, il va générer de l'angoisse, on a un peu de mal à respirer. Et donc ce qu'il faut, c'est on peut le faire 3-4 fois par jour, des grandes respirations profondes, et puis on fait gonfler le ventre. Alors moi, le mien, il sort déjà naturellement, mais... ça va encore, Bruno, hein? Oui. Approche-toi du micro, le ventre te bloque, là. Voilà. Oui, surtout que le micro est à hauteur de la bouche. Je te remercie de l'image. Mais, donc voilà, déjà rien que ça. Et si tu es bloqué, par exemple, dans un bouchon... Il y a des événements stressants sur lesquels tu as pas de pouvoir d'action sur l'événement. Oui, mais par contre, tu as un pouvoir d'action sur toi et la perception que tu en as. Moi, j'aimais bien mes patients de leur dire, dans une situation de stress ou anxiogène, est-ce qu'il y a un danger vital? Est-ce que votre vie est en danger? Est en danger. Est en jeu? Non. Bon, alors il n'y a pas de raison de se stresser. Le stress, il doit monter à son maximum quand la vie est en jeu. Elle l'est pas, du coup on prend du recul et on se dit il y a forcément une solution. Donc on peut lutter contre le stress en respirant, en se posant, en se calmant. Oui. Et si ça marche pas? Eh bien, alors si ça marche pas, alors en voiture c'est moins facile, mais la respiration profonde va déjà agir pour près de 80% dans la réduction du stress. Parce que le stress, il s'agit pas, quand on parle de la gestion du stress, de se dire je deviens une plante verte, je ressens plus rien. Mais c'est de baisser le stress à un seuil qui ne va pas devenir pathologique pour toi et qui va pas engendrer des conséquences néfastes. Ouais, on en parlera après des conséquences néfastes de cette deuxième partie. Mais c'est déjà de le faire baisser. Et la respiration, elle va le faire baisser ton stress de 80%. Donc déjà, le fait de faire baisser ce stress de manière assez significative va permettre de voir la situation différemment. Voilà. Alors, le stress, est-ce que c'est lié aussi, est-ce que c'est un synonyme d'angoisse? Une personne qui fait une crise d'angoisse, qui n'arrive même pas à se calmer tout de suite, est-ce que c'est du stress ou c'est du stress puissance 1000? C'est du stress puissance 1000. Alors, derrière l'angoisse, il peut y avoir différents facteurs.
Par exemple, derrière une phobie, c'est du binaire. La personne, elle est face à un événement phobique, une araignée, par exemple, ou eh bien c'est 0-1. Alors que le stress, il peut monter progressivement. Et donc oui, ça c'est le summum. Et généralement, dans les crises d'angoisse, la respiration va aider, mais elle va pas suffire. Là, il va falloir employer généralement une médication pour pouvoir, on en parlera après aussi, pour chuter, parce que le danger d'une crise d'angoisse, c'est que la personne qui est dans cette situation se mette à faire des gestes inconsidérés ou fasse n'importe quoi. Ne se contrôle plus, quoi. Ne se contrôle plus et se mettre en danger et mettre les autres en danger. L'exemple type, c'est pour avoir eu une patiente dans ce cas-là qui pouvait avoir des crises d'angoisse en voiture et pouvait d'un coup sur l'autoroute à 130 se mettre à piler et rester au milieu de la route. Donc elle se met en danger et elle met tout le monde en danger. C'est pas et donc ça c'est quand même pas du stress. C'est l'angoisse. C'est une crise d'angoisse. Mais qui est subite. Qui est subite, ça vient comme ça en un claquement de doigts. Alors, il y a des facteurs extérieurs qui prédisposent et qui amènent. Et là, il faut absolument avoir un plan d'urgence et c'est souvent une prise d'un médicament qui va permettre de gérer, quoi. On en parle après. Donc, on a parlé quand même du côté bénéfique de ce style qui permet de motiver, qui permet de stimuler, qui permet d'améliorer ses performances. Tout le monde stresse. Oui, 100% de la population. 100% de la population. Oui. C'est humain de stresser, quoi. Alors c'est humain et le stress existe depuis que l'homme est apparu sur Terre, parce que je dirais que quand on tombait face à une grosse bête, on devait stresser un peu au temps des cavernes. Légèrement, toi. Et puis même entre eux, parce que on n'avait pas les codes de communication. Et même actuellement, l'humain a peut-être pour moi régressé un peu et est revenu dans la violence. Mais le stress, oui, c'est humain. Et j'ai envie de dire que le stress, il n'est pas que humain. Et on va le retrouver dans le règne animal. C'est-à-dire que quand un chien t'aboie dessus, c'est parce que lui, il a perçu quelque chose qui le stresse et il se met en défense. Oui, tu as fait les animaux aussi stressent. Effectivement. Et oui, et sauf que un chien, il va l'exprimer en aboyant ou en mordant. Encore une fois, je te pose la question, est-ce que stress et peur, est-ce que stress et peur, c'est pareil ou le stress est indépendant de la peur? Non, ils sont liés. Voilà, on peut pas dissocier le stress de la peur ou la peur du stress. Non, c'est qui de la poule ou de l'œuf va être là le premier. Mais la peur, je te prenais l'exemple de Bad Boy dans la rue avec des couteaux. C'est la peur qui va te générer le stress, qui va te faire courir. Voilà. Mais le stress, il faut quelque chose l'alimente, parce que tu vas pas passer en hyper orthosympathicotonie juste parce que sur le système orthosympathique à fond. Au Scrabble, elle est pas mal celui-là. Toi, tu pourras la placer, ou dans un dîner mondain. Oui, tout à fait. Excusez-moi, je suis un peu en retard parce que je suis en orthosympathicotonie, ce qui m'a permis d'arriver, mais en pliant ma voiture. Bruno, on va faire une pause musicale et ensuite on parlera un peu des effets néfastes du stress sur la santé et des moyens de le traiter, notamment de moyens médicamenteux ou autres. On est toujours en direct. Comment ça va? C'est avec Bruno. C'est sur Radio Grand Lac. On revient juste après la pause musicale. À tout de suite, les amis. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Comment ça va? Doc Bruno parle de votre santé sur Radio Grand Lac. Alors, comment ça va, Bruno? Eh ben, ça va toujours, détendu, relax. On est toujours en direct à 11h29 pile poil. On est dans les mercredis du bien-être puisqu'on a Bruno donc qui a commencé à 11h05 et a été un peu bloqué sur nos routes. À midi et quart, on aura Joe pour le jeu du mouvement pour apprendre à être en bonne forme à partir des simples gestes du quotidien. Et à 13h, Anaïs avec des destinations bien-être. On est bien sur Radio Grand Lac. Mais on est toujours bien. Bruno, tu nous parles ce matin du stress. Oui. Voilà. Oui, et qui est un événement important. Tout le monde est stressé un jour ou l'autre. Oui. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par l'Observatoire du stress de la Fondation Ramsès qui dit que 90% des Français souffrent de stress. Alors souffrent, ça veut dire qu'ils en ont que 100% en ont, comme on a dit, mais il y a 90% qui en souffrent, qui ont des pathologies qui découlent de ça. Et là où c'est préoccupant, c'est qu'on a 57% de nos jeunes et enfants
qui sont concernés qui sont déjà stressés. Qui sont stressés et qui ont des pathologies liées au stress. Quelles sont les pathologies les plus graves ou celles qu'on voit le plus liées au stress, Bruno? Les pathologies, elles vont. La première va être le sommeil. Alors déjà, normal. On sait déjà que la qualité du sommeil s'est beaucoup dégradée ces 20 dernières années. On dort en moyenne, un adulte dort en moyenne 1h30 de moins que ce qu'il nous faudrait. Et bien, le stress va modifier, réduire ces temps de sommeil et surtout réduire la qualité. Parce que c'est pendant le sommeil qu'on va remettre un peu tout en ordre, et notamment parce qu'on va passer en parasympathique autonomie, c'est le système nerveux. J'aime bien ce mot. C'est le deuxième, l'autre c'était l'ortho. Refais-le s'il te plaît, parce qu'en plus tu le prononces sans aucune hésitation. La parasympathicotonie. La parasympathicotomie, d'accord. C'est parce qu'on passe sur le système. J'aime bien, ça fait chier. Mais ça fait bien. Utiliser des mots comme ça que personne ne comprend. Donc on passe sur le système réparateur et le système de ressourcement. C'est-à-dire que quand on pose la tête sur l'oreiller, on est totalement sur le système parasympathique et puis on va réparer tous les dégâts. C'est aussi pendant ce moment-là qu'on va évacuer tout ce qu'on a emmagasiné dans l'inconscient par l'intermédiaire des rêves, qu'on s'en souvienne ou pas. On va évacuer et puis le matin, du coup, on est réparé. Sauf que si le sommeil est pas bon, ce que cette étude a démontré, eh bien, on va pas réduire sa charge emmagasinée de stress et le matin, on va redémarrer avec une charge et un état psychologique important. Donc voilà, la première affectation, ça va être le sommeil. La deuxième affectation, eh bien, le premier signe du stress, ça va être l'irritabilité. C'est-à-dire qu'on va voir rapidement des gens qui sont irritables, qui ne supportent plus rien, qui tu appuies légèrement sur le nez et puis ils vont t'en coller une, quoi. Alors que irritable, l'irritabilité. Alors l'irritabilité, c'est pas uniquement énervé, quoi. Énervé, enfin qui la moindre chose les font monter au plafond et c'est pas uniquement lié au cycle féminin. Donc ça va être des signes importants. Et la qualité, la dégradation de la qualité du sommeil, l'irritabilité, qu'est-ce que ça va avoir? C'est un peu un phénomène de cascade. Ça va engendrer des troubles cardiaques. Voilà, j'allais y venir sur le cœur. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous préoccupe le plus dans le monde de la santé, c'est les accidents cardiaques, puisque on sait pendant de très nombreuses années, on a considéré que les accidents cardio-respiratoires ou vasculaires étaient liés au tabagisme, les AVC, les infarctus, étaient liés au tabagisme, étaient liés à une mauvaise alimentation, le cholestérol. Mais depuis quelques années, je dirais que depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on sait que les accidents cardiovasculaires sont déclenchés ou aggravés par le stress. Effectivement, la sédentarité, la mauvaise alimentation, le cholestérol vont être des facteurs aggravants. Mais le stress, simplement parce que le stress va créer une inflammation, et notamment une inflammation au niveau de nos artères, et va favoriser le décrochage des plaques d'athérome et puis favoriser les pathologies cardiovasculaires. Donc c'est quelque chose, le stress en cardiologie, qui depuis quelques années est vraiment pris en compte, est vraiment pris au sérieux. Y compris chez les femmes. Et ça modifie le rythme cardiaque aussi. Alors oui, et puis ça va aussi. Eh bien, le stress va faire que la tension artérielle va monter. Alors ce sont pas des hypertensions qu'on appelle les hypertensions fonctionnelles liées à un dérèglement des mécanismes de gestion de la tension, mais c'est des moments où la personne va avoir un pic d'hypertension parce que le stress va faire un peu la peur de la blouse blanche aussi. Par exemple, quand on est devant le docteur, on a toujours une tension un petit peu plus haute. C'est pour ça que les médecins allongent leurs patients et théoriquement attendent une dizaine de minutes avant de leur prendre la tension, les rassurent, etc. de manière à ce que le patient soit sorti de cette zone d'appréhension et puis on contrôle la tension. Si c'est pas faisable ou si le patient ne régule pas, on fait des
des autocontrôles ou des automesures à domicile, où généralement, si tu te prends la tension à la maison, tu as pas la peur du soignant. Et mais le problème de cette hypertension, si tu es stressé une fois et que la tension elle monte, ton système cardio-respiratoire va pouvoir gérer. Ouais. La tuyauterie, pour faire simple, elle va gérer. Mais sauf que si tu envoies de la pression dans tes artères trop souvent, trop régulièrement, eh bien tu vas les abîmer jusqu'au moment, notamment si on peut avoir des soucis d'anévrisme. Des personnes tant que l'anévrisme ne cède pas, un anévrisme cérébral, eh bien à un moment donné, cet anévrisme il va céder. Et la personne va faire un AVC hémorragique. Voilà. Alors que la personne aurait très bien pu passer toute sa vie avec cet anévrisme, avec une tension qui est bonne, et que l'anévrisme et la tuyauterie supportent. Et ces problèmes d'hypertension et de maladie cardiaque, on les a chez des sujets de plus en plus jeunes. Et on l'entend régulièrement à la radio, notamment des enfants, des jeunes adultes qui font des infarctus massifs en faisant du sport, par exemple. Oui. Ou ça est arrivé l'année dernière, je ne sais plus dans quel collège, un jeune collégien qui a fait un infarctus à 13 ans. Alors, il peut y avoir des causes congénitales, il peut y avoir différentes choses, mais les lycéens, les collégiens sont aussi soumis à un stress important. Et on peut se poser la question, quelle est la part du stress et comment pourrions-nous les gérer. Et donc on devrait, pour moi, mais c'est quelque chose qui a été soulevé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la gestion du stress, qui serait bon de prendre en compte et d'apprendre à gérer. Alors il faut déjà bien l'identifier, et ça c'est pas que les professionnels de santé qui peuvent avoir un rôle dans ça. L'entourage, parce que si je suis irritable, généralement on a plutôt tendance à reporter la faute sur l'autre. Ça c'est très humain, je vais presque envie de dire que c'est très français. Là, je vais m'en mettre quelques-uns à dos. Mais quand on est énervé, de toute façon, c'est toi tu m'énerves, quoi. Voilà, oui. On a peu l'habitude de se dire, je me sens énervé par la situation que l'on vit. C'est plus facile de dire, tu m'énerves. Voilà. Donc du coup, tu m'énerves, c'est toi, c'est pas moi. Moi, j'y suis pour rien. Donc par contre, c'est moi qui suis énervé, c'est moi qui me fais du mal. Voilà. Et donc c'est l'entourage peut dire, mais écoute, là depuis quelque temps, depuis tel événement, moi je te sens vraiment irritable, je te sens tendu, je te sens stressé. Eh bien, peut-être que tu pourrais consulter. Voilà. D'accord. Alors donc conséquences néfastes sur le système cardiaque, sur le cerveau aussi, hein. Oui. Conséquences aussi au niveau digestif. Oui. On digère moins bien, on peut avoir des soucis de transit et tout quoi. Oui, on digère moins bien, on va avoir des soucis de transit. Parce qu'en fait, je te coupe, parce qu'en fait le cerveau, il ne sait plus trop gérer, il y a ce stress qui le domine, quoi. Oui, et d'autant que quand on est stressé, généralement, pour la plupart d'entre nous, on va compenser par de l'alimentation. Et généralement du sucré. Pourquoi certains parce que parce qu'on a besoin de se faire du bien. C'est ça. L'alimentation va nous apporter ou l'alcool peut-être aussi. Ou l'alcool. Alors là c'est un biais un peu négatif, parce que ça va donner une sensation de plaisir. Et puis quand on va manger, quand on va boire, on va sécréter de l'acétylcholine, cette hormone c'est ce neurotransmetteur du plaisir que vont retrouver par exemple les fumeurs avec la nicotine. Et mais du coup, avec une alimentation qui est déréglée, on va dérégler encore plus l'intestin. C'est là parce que j'ai pas perdu, n'étant pas encore complètement Alzheimer ou ayant des troubles cognitifs, on va détraquer notre microbiote. On en parle beaucoup, mais notre intestin, on en parle de plus en plus, mais on a l'habitude de dire que l'intestin c'est le deuxième cerveau. C'est le deuxième cerveau. On se demande même parfois si c'est pas le premier. Hein. Alors ça dépend des gens. Ça dépend.
Ça dépend des gens. Hein. Il y a des trous du cul, pardon. Voilà. Bruno, nous sommes en direct à 11h39. Voilà, mais je me dis que c'est mercredi, il peut y avoir des enfants à l'antenne. Oui, alors faut savoir que dans l'intestin, est-ce que tu as une idée? Alors la sérotonine, si je te parle de sérotonine, ça te parle. Tu sais ce que c'est que la sérotonine? Écoute, pas plus que ça, je t'écoute. Voilà. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur que l'on sécrète normalement et qui fait qu'on est relax, qu'on n'est pas dépressif, etc. Et dans les cas de dépression, on a une carence en sérotonine. C'est pour ça qu'on utilise des antidépresseurs, des inhibiteurs de recapteurs de la sérotonine qui vont permettre d'éviter la perte. Et sais-tu où est sécrété ce neurotransmetteur utile au cerveau? Non, je ne sais pas non plus, Bruno. Alors, nous t'écoutons. Sandra n'étant pas là, mais je suis sûr, comme elle a un cerveau féminin, elle l'aurait su. Peut-être. Eh bien, 80% de la sérotonine est sécrétée dans l'intestin. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que les 80% de sérotonine vont être utilisés par le cerveau. Je vois les jeux de mots, là. Bruno, je vois les jeux de mots. Restons soft. Je vais rester soft, je vais rester très, très professionnel. Tu me connais, hein. Mais, tout à fait. C'est bien pour ça que jamais une blague, jamais rien. Mais cette sérotonine, on va en sécréter 80%, mais on sait que la grande majorité, à peu près 70-75%, ne va pas passer la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'elle va pas remonter au cerveau. Mais comme le cerveau ne sécrète que 20%, si sur ces 10% de la sérotonine intestinale, on n'a que 0,1%, eh bien à un moment donné, l'organisme va être carencé en sérotonine. Et là, c'est un plongeon plus ou moins rapide. Donc, d'où l'importance de faire attention à notre intestin et à notre microbiote. Et aujourd'hui, c'est pareil, j'ai envie de dire que la majorité des humains ont un microbiote déficient. Oui. Parce que l'alimentation va détraquer le microbiote, le stress nous amenant à manger mal, mais va aussi avoir une incidence, par exemple... Sur le fonctionnement normal. Le fonctionnement normal, sur le foie, qui lui va plus ou moins sécréter de la bile, va plus ou moins sécréter faire son travail d'épuration correctement, et du coup, eh bien, les aliments vont arriver dans l'intestin pas bien dégradé, parce que avec le stress, eh bien, on va avoir des brûlures d'estomac, et puis pour pallier aux brûlures d'estomac, on va prendre un IPP. C'est quoi un IPP? Un inhibiteur de la pompe à protons, pour réduire l'acide chlorhydrique de l'estomac. Et dans ces cas-là, moins d'acide chlorhydrique, donc la digestion de l'estomac sera moins bonne. Les aliments vont arriver dans l'intestin pas digérés, parce que dans une émission on a parlé de la digestion. Oui, bien sûr. Donc les gens mastiquent pas bien. Je m'inclus dedans. On mastique pas assez. Hein. Voilà, tu te souviens combien on doit mastiquer une bouchée? 22, c'est 22 fois, non, c'est pas ça? 70 fois. Alors, j'étais bien là. Je t'invite à redoubler cette émission. Tout à fait. Je vais regarder le podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Voilà. Et puis, du coup, l'intestin, lui, il n'est pas en capacité de digérer les aliments, et les aliments vont progresser pas digérés, vont irriter l'intestin. Et puis, du coup, généralement, comme on commence avec du sucre, l'excès de sucre va nourrir la flore pathogène de notre intestin. Et puis, la flore saprophyte, qu'elle est utile, parce que les bactéries, il en faut dans l'intestin. Les bactéries sont indispensables, puisque c'est elles qui vont dégrader les aliments en nutriments pour nourrir notre organisme. Et tout ça fait que l'intestin, on va l'abîmer de plus en plus. La flore intestinale donc va être dégradée, l'intestin va devenir poreux, et puis on va avoir une débandade. Alors après, selon les personnes, les tempéraments, il y a des gens qui vont plutôt avoir une tendance à avoir de la diarrhée, puis d'autres qui vont plutôt être constipés. D'accord. Voilà. Oui, ça dépend un peu de chaque personne. Ça dépend du métabolisme, et puis de comment on est câblé dans la tête face à la gestion du stress. Alors, donc on avance, il est 11h44, donc on a bien compris que tout le monde a du stress, que le stress peut avoir un effet tout à fait bénéfique, qu'il faut du stress d'ailleurs, mais par contre, il en faut pas trop.
Alors, il en faut pas trop, ça c'est sûr. Et quand on en a trop et qu'on n'arrive pas à le dominer, il faut se faire aider. Il faut absolument se faire aider. On n'est jamais très bon pour s'aider soi-même, voilà. Et donc, on a parlé de des exercices de respiration profonde. Oui. Ça, par contre, on peut le faire. Chacun peut le faire chez faire, soi, à tout moment. Donc ça marche, parce que c'est peut-être plus grave, le stress, c'est peut-être plus grave. Mais même si on a l'impression que ça marche pas, il faut le faire quand même, parce que c'est déjà un début. Et d'avoir une routine quotidienne de respiration profonde, 10 respirations profondes 3 fois par jour, ça demande moins d'1 minute. Après, il y a d'autres techniques, et là par contre il faut se faire aider, c'est par exemple de pratiquer la méditation pleine conscience. Des psychiatres comme son nom m'échappe, Christophe... Appelons-le Christophe. Christophe, qui est un célèbre psychiatre de Sainte-Anne, qui a développé ça, la méditation pleine conscience, Christophe André, et qui lui a vraiment développé cette technique chez les patients dépressifs, anxieux, phobiques, etc. Et ça permet de vraiment de réduire de manière très très importante le stress. Mais ça, c'est quelque chose qu'il est très difficile de pratiquer soi-même, parce qu'il faut être guidé. Parce que pour 2 raisons, la méditation pleine conscience, c'est un mot qui est très joli, mais comment je fais, quoi? Parce que tout seul, est-ce que je vais être en capacité de stopper mes idéations? Est-ce que je vais être en capacité de suivre le cheminement? Parce que c'est un process. Et donc ça, il faut se faire aider par des gens qui pratiquent méditation pleine conscience. Faire aider, donc méditation, relaxation, etc. Mais quand on a besoin de médicaments? Quelquefois, pour mettre les patients en sécurité, oui, on a besoin de psychotropes. Même si on sait que c'est pas idéal sur du long terme, c'est toujours mieux que d'avoir un patient qui porte atteinte à sa vie ou à son entourage. Donc, quels sont les genres de médicaments? Bien sûr, les anxiolytiques, comme le Xanax, comme le Lexomil, comme différentes... Le Seresta. Le Seresta, ou des antidépresseurs. D'accord. Après, c'est le professionnel de santé, le médecin traitant, ou faut pas hésiter à avoir affaire à un psychiatre qui lui maîtrise de manière très très excellente les molécules, en se disant, et en ne perdant pas de vue que ça peut être transitoire. Parce que moi, j'ai eu des patients qui me disaient non, je veux absolument pas. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre un traitement chimique sur une courte période et sortir de la zone rouge pour être en meilleure capacité de gérer le stress, et puis après de voir avec son médecin pour réduire la médication chimique? Ou est-ce qu'on reste dans le rouge et puis après on passe du rouge cramoisi et puis on fait... on peut avoir un grave accident de santé. Un grave accident de santé ou un geste désespéré. Non. Ouais. Je crois qu'en santé et en médecine, on peut pas dire tout est blanc ou tout est noir. C'est là où il faut trouver un équilibre entre tout ça. Il faut s'adapter aussi à chaque patient. Il faut s'adapter à la situation, à la personne, à l'environnement. La santé, c'est pas uniquement un tableau clinique sur lequel on met une prescription. Voilà, c'est plus que ça. Bruno, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs pour trouver justement cet équilibre sain entre le stress positif et le stress qu'on pourrait qualifier de nocif? Oui, alors là, on l'a vu. Oui, on en a parlé. Mais la respiration. Est-ce qu'il y a des grands conseils, des grands principes en médecine? Oui, le grand principe, je vais plutôt faire une citation. Si on est face à une situation anxiogène, si l'événement est anxiogène, ou si l'événement arrive, il y a une solution. On n'a pas de problème sans solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de raison d'être stressé. C'est d'apprendre déjà à relativiser, c'est de se poser. Ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi de faire attention à son alimentation. Pour faire attention à son intestin, c'est de privilégier plutôt une alimentation avec des produits frais, des crudités, des légumes, des fruits, plutôt que des produits ultra transformés qui vont aussi abîmer l'intestin. De veiller à la qualité de son sommeil, parce qu'avec tous nos écrans, etc., c'est facile d'être au lit avec son téléphone, et puis on scrolle des petites vidéos, des machins, en disant 5 minutes, et puis on se rend compte sur Messenger, on y passe vite 2 heures. Exactement. Et puis du coup, on décale notre moment d'endormissement et on réduit notre temps de sommeil.
Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont toutes simples à faire. Avoir une activité physique aussi, marcher dans la nature. L'objectif étant se reconnecter un peu à la nature, au paysage, à notre environnement. Oui. Alors, certains hygiénistes disaient que, par exemple, pour retrouver un bon état de santé, c'est effectivement de marcher pieds nus dans la nature, dans l'herbe, pour évacuer un peu tous les miasmes, comme dirait Hahnemann. Alors certains poussent en disant c'est d'aller s'y promener tout nu. Bon, oui. Voilà, ça c'est libre à chacun de faire. Est-ce que, après tout, le meilleur remède pour éviter le stress nocif, c'est tout simplement, on se branche sur le 92 points et on écoute un Radio Grand Lac. Par exemple, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'une musique relaxante, c'est toujours plus relaxant d'écouter Radio Grand Lac que de regarder les émissions de télé, les chaînes d'information continue. Je regardais encore ce matin dans les titres qu'ils mettent en valeur. Alors ils ont le talent pour mettre vraiment des questions qui sont stressantes, bien sûr, qui sont stressantes, alors que même le reportage ne parle pas du tout de ça, où on parle, survole le truc, mais la question est stressante et elle attire, quoi. Oui, parce que les gens étant en situation de stress n'ont plus la capacité de prendre du recul et puis de se dire faut que j'éteigne la télé. Et du coup, ça capte et ça fidélise. J'aime pas trop ce mot-là dans cette situation, mais les gens restent. C'est ça un peu. Mais c'est ça. Et du coup, ils restent. Et puis même le soir, quand ils vont se coucher, la première chose qu'ils vont faire le matin, c'est d'allumer ces chaînes d'information continue où il y a sur les plateaux télé, c'est toujours agressif. Comme tu dis, même s'ils te passent une petite information sympa, et encore c'est rare, il y a des sous-titres qui sont très bien choisis. Très bien choisis. Ce matin, il y avait qui sont anxiogènes, quoi. Tout à fait. Voilà. On va parler d'enfants décédés, on va parler de choses. Alors que par rapport à la situation politique du moment, on insiste vraiment sur le côté stressant, quoi. Bien sûr, parce que le fait d'être stressé, les gens n'ont plus la capacité de réagir dans le bon sens. Comment est-ce qu'on peut conclure cette émission, cher Bruno Aubrio? Comment ça va? Comment on pourrait conclure? C'est tout à chacun de prendre soin de soi, de prendre en charge sa santé. Je rajouterais dans les techniques quand même, c'est l'utilisation des huiles essentielles qui sont régulatrices du système nerveux neurovégétatif. Du système comment? Ortho et parasympathique. D'accord, on est toujours là-dessus. On est toujours là-dessus. Et on a des huiles essentielles, dont une qui a fait l'objet d'études cliniques au CHU de Lyon, qui a permis de démontrer que cette huile essentielle permettait de réguler, de sécréter de la sérotonine. Alors moi, je vais te poser une question qui est toute bête, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui se posent cette question. C'est quoi une huile essentielle? Alors une huile essentielle, c'est l'utilisation d'actifs très concentrés d'une plante qu'on distille, et ça fait partie du règne de la phytothérapie. Et les huiles essentielles, c'est ce qui est de plus concentré. Donc les huiles essentielles sont des produits puissants, très puissants, à manipuler avec grande précaution, selon les huiles essentielles, mais c'est redoutablement efficace, y compris dans des situations délicates ou anxiogènes. Et je citerai quand même un produit qui s'appelle Zen 1 d'un laboratoire Exoa, qui est Nutrazur. Et là, on peut gérer. Alors les huiles essentielles, c'est vrai que peut-être un jour on pourrait faire une émission sur les huiles essentielles. Bien sûr, on pourrait. Parce que dans l'esprit du grand public, ça reste des plantes, pas pour tous, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Écoute, Bruno, à 11h53, on se sent beaucoup moins stressé que tout à l'heure. Mais surtout parce qu'on est sur Radio Grand Lac. Surtout parce qu'on est sur Radio Grand Lac, puis encore une bonne solution pour éviter le stress, il paraît, c'est manger du chocolat. Oui, parce que le chocolat noir. Parce que le chocolat noir est riche en magnésium et a une tendance aussi à faire sécréter de l'acétylcholine. Alors le chocolat noir a plusieurs vertus. C'est que d'une part, il va réguler l'appétit et éviter les grignotages, alors que le chocolat au lait contient beaucoup de sucre et lui, au contraire, il va nous donner cette sensation de plaisir au niveau de la bouche, mais au niveau de l'intestin, c'est pas l'idéal. Pour gérer donc votre stress, rendez-vous au casino d'Aix-les-Bains les 12 et 13 octobre avec le salon du chocolat et des gourmandises organisé par Radio Grand Lac. Ah oui, voilà, tout à fait. Vous aurez 40 artisans qui vont soigner votre stress. Dont un couple d'amis de la chocolaterie des Bauges qui font un chocolat. Bien sûr, nos amis Beaujus, ils seront là avec nous. Ouais. Bruno, est-ce que tu as encore un petit mot à dire ?
Eh bien, je souhaite une bonne rentrée à toutes nos auditrices, nos auditeurs, à vous aussi, bien sûr, Radio Grand Lac. Et on se retrouve le premier mercredi d'octobre, où je crois que là on va parler gynécologie. On va parler gynécologie et j'aurai avec moi une gynécologue d'Aix-les-Bains. Merci Bruno. Comment ça va donc bien alors hein? Bien. Eh ben, ça va bien. La vie est belle. Ça va bien. C'était le rendez-vous mensuel avec Bruno. Comment ça va sur Radio Grand Lac? Je vous rappelle qu'à 12h, 12h c'est le Flash Info avec Maxime. 12h15, Joe pour le jeu du mouvement. Réapprendre à être en bonne santé tant physique que mentale à partir des simples gestes du quotidien. Puis à 13h, destination bien-être. Avec Anaïs, on est bien sur Radio Grand Lac. On est bien. Je sais pas si je vais pas rester là. Bah écoute, toi, ok. Vous mangez quoi ce midi? Je sais pas encore. Peut-être du chocolat. Allez, à bientôt. Merci en tout cas. Merci Bruno. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Au revoir. Radio Grand Lac à Aix-les-Bains, votre radio.